Alors, dans les vieux coffres du grenier, j'ai retrouvé un magazine de vente d'objets, surtout d'armes et de vélos, qui proviennent de la manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Étienne. Donc, je trouvais que c'était très intéressant de regarder le genre d'objets qu'ils pouvaient avoir à cette époque. Et donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc ici, nous pouvons voir le dessin de la manufacture à Saint-Étienne. Vous pouvez voir que c'est un très grand et joli bâtiment et qui avait l'air d'avoir beaucoup d'activités devant. Donc bien entendu, on y trouve de très jolies armes qui sont bien plus raffinées que celles qu'on va trouver aujourd'hui. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a des objets qui sont bien plus intéressants que ça. Donc si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez tout ça dans ce livre « Manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Étienne ». Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est tout là-dedans. Vous voyez comme il est bien gros. Juste une petite parenthèse pour vous montrer qu'à cette époque, chacun en fait avait toute sa petite panoplie pour charger ses cartouches et faire ses cartouches eux-mêmes. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plein de petites choses, des barils à poudre, des trucs pour compter les grains de plomb, éprouvettes à poudre. C'est toujours des objets qui ont l'air vraiment très qualitatifs, très raffinés, très bien faits, quoi. Et c'est vraiment étonnant de voir à quel point ils étaient très autonomes au final dans tout ce qu'ils avaient. Et c'était des objets qui étaient très durables et qui vont être utilisés en fait toute leur vie. Donc bien sûr, quand ils partaient à la chasse, il fallait des sacs pour le gibier. C'est encore des sacs qui sont très très jolis. Et ils avaient aussi leurs petites gourdes. Encore une fois, des choses qui sont vraiment très raffinées. Alors, vous pensez peut-être bien intelligent avec votre filtre Berkey ou vos espèces de petites pailles à charbon, mais en fait, ça existait déjà avant. Alors en fait, ils ont des petits, par exemple ici, c'est un filtre portatif, donc en charbon aggloméré avec étui métallique pour chasseurs, touristes, soldats. Donc ces petits filtres peuvent fonctionner de deux manières, soit en les plaçant dans un vase et en leur faisant faire siphon, ou en les plongeant dans un ruisseau et en aspirant par le bout du tube, l'eau arrive filtrée dans la bouche, ce qui permet ainsi de se désaltérer sans danger. Donc il y a ça, et là c'est de la quintessence de menthe. Alors il n'y a pas exactement la composition, mais en gros ils mettent une goutte pour un verre d'eau, et pour eux ça a une espèce de vertu assainissante pour l'eau. Ils mettent donc que ça peut préserver des maladies épidémiques. Je pense qu'ils parlent peut-être du style le choléra ou les choses comme ça. Donc voilà, on n'a rien inventé, hein, ça existait déjà, et je trouve que c'est vraiment marrant de voir les objets qu'ils avaient, je trouve ça dingue quoi. Et là donc c'est pareil, là c'est clairement l'ancêtre du Berkey, donc c'est un filtre entonnoir, donc vous voyez qu'il y a un récipient en haut, là il y a un filtre à charbon, et puis après ça tombe dans la carafe, voilà. Donc ça existait déjà mes petits gars, donc en fait ils emportaient ça quand ils partaient à la chasse ou qui devaient purifier leur eau. Là maintenant, on passe aux produits un petit peu de soins et médicaux, donc toujours pour les chasseurs, hein, mais j'imagine que c'était aussi utilisé pour un petit peu tout le monde. Donc on a toute une sorte de compresse, et là il y a ce qu'on appelle la mousse orientale. Alors j'ai pas réussi à trouver ce que ça pouvait être exactement la composition, en tout cas c'était hémostatique, donc pour panser les plaies. J'imagine que c'est un peu l'équivalent de ce qu'on va pouvoir retrouver avec les éponges hémostatiques, qui sont des éponges de collagène. Franchement j'aimerais bien savoir, donc si vous avez une idée, j'ai cherché sur un moteur de recherche et j'ai pas trouvé. Donc voilà, la mousse orientale. Donc je vais pas vous décrire tout un à un, donc du coup si ça vous intéresse de lire, je passe et il vous suffit de mettre sur pause. En tout cas il y a plein de petites choses qui sont vraiment intéressantes ou marrantes. Donc là il y en a un par contre qui m'a fait un petit peu rire. Donc là le pain mousseline, c'est en fait une sorte de ration, hein. C'est un volume tout petit qui correspond en fait à 400 grammes de pain pour eux. Et en fait ce qui m'a fait rire, c'est qu'à la fin ils finissent par: ce pain à base de gluten convient admirablement aux personnes ayant la digestion pénible et aux diabétiques. Alors que maintenant, genre, tout ce qui va contenir du gluten va être associé à des désordres intestinaux. Donc c'est vraiment pas du tout les mêmes pensées qu'aujourd'hui, quoi.
Toujours dans le médical, là il y a des trousses à pharmacie. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. J'aimerais vraiment me constituer une petite trousse comme ça. C'est super joli. Plein de petites fioles et tout. Ça fait vraiment... j'aurais vraiment aimé vivre à cette époque. Donc là on a l'ancêtre des cages de transport pour animaux. Hein. Donc ça c'est tressé en rotin et en osier. Donc c'est encore une fois super joli comparé aux caisses actuelles en plastique, quoi. Ça par contre c'est horrible. Des fouets et des muselières, elles sont horribles. Franchement, qui voudrait mettre ça à son chien, le pauvre? Les ancêtres de la tondeuse. Là, on a toute une panoplie d'appos. Alors, les appos, en fait, c'est comme des petits sifflets. Et quand vous soufflez dedans, ça fait en fait le bruit de l'animal auquel correspond l'appôt. Par exemple, là, vous avez le rouge-gorge, le chevalier, le bouvreuil, le gros bec, etc. Donc, en fait, ça fait le bruit de l'oiseau. Donc, l'oiseau va se rapprocher parce qu'il pense que c'est un de ses congénères. Et là, bim, il se fait avoir. Donc, je suppose qu'il mangeait pas les rouges-gorges à cette époque, hein, que c'était plutôt juste pour les observer. Mais il existe des appos aussi pour du petit gibier qui se mange, hein, la bécasse, le canard, etc. Vous voyez, là, il y en a vraiment pour toutes les espèces d'oiseaux. Il y en a aussi, il me semble, pour chevreuil qui existe. Et ensuite, il y a des appelants, des très jolis appelants. Donc ça, c'est encore utilisé aujourd'hui, hein, sauf que c'est en plastique et c'est horrible. Bah là, c'est vraiment très joli. Et là, en fait, ils étaient en bois. J'imagine qu'ils devaient être peints dans de très jolies couleurs. J'en ai jamais vu en vrai des appans anciens. Donc là, contre les lapins, ils avaient un petit produit qu'ils pouvaient mettre sur une petite corde. Ça s'appelle la lapintine. Alors, je sais pas exactement la composition. En tout cas, ça doit être l'équivalent des produits répulsifs maintenant. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça sympathique. Les banderoles à lapin, en fait, pour les faire fuir. Parce que moi, j'ai beaucoup de dégâts de lapin. Donc, il faudra qu'on essaye, en fait, de mettre une petite banderole à lapin comme ça sur les plants qu'on veut protéger. Vous faites, en fait, comme ça, là, et puis vous mettez des petites banderoles qui gigotent avec le vent pour leur faire peur. Alors ça, c'est pareil, je trouve que c'est très marrant. Donc en fait, c'est des tenues de camouflage et ça, c'est fait en jonc et je trouve ça vraiment fou en fait. J'imagine trop quelqu'un, franchement, ça doit être vraiment trop drôle à voir. C'est un petit peu ridicule, mais je trouve ça vraiment super impressionnant que des gens ils aient eu l'idée de faire ça et la patience de tout tisser, ces petits trucs, c'est vraiment fou. Et là ensuite vous avez le bateau voiture transformable. Ça n'existe plus ce genre de truc, mais c'est tellement ingénieux. Ils étaient vraiment hyper intelligents quand même dans certains points, quoi. Donc en gros, ils allaient, j'imagine, jusqu'à la rivière ou choses comme ça avec leur petite barque charrette. Puis après, ils enlevaient les roues et hop, ils pouvaient aller sur l'eau. Donc ce qui est très intéressant dans ce livre, en fait, c'est que tout fonctionne sans électricité, sans pétrole, sans rien. C'est vraiment des trucs qui sont à la pointe de l'autonomie et qu'on a complètement abandonné, alors qu'il y a des trucs qui sont vraiment super intéressants. Comme par exemple là, le mouchivore. En fait, c'est un espèce de système qui va attirer les mouches et les coincer dedans et les piéger et du coup, j'imagine, après les tuer. Et en fait, ce truc, il fonctionne pendant 10 heures et après, avec un petit mécanisme, il faut le remonter comme les anciennes horloges, en fait, comme un réveil, et il va refonctionner 10 heures, mais de façon automatique, en fait. Donc je trouve c'est dingue, quoi. Ça, c'est une couveuse, donc qui fonctionne en fait avec une lampe dedans, j'imagine une lampe à pétrole ou des choses comme ça. Ouais, une lampe. Donc je pense que ça doit être style une lampe à pétrole. Voilà, une couveuse qui se transformait après en éleveuse. J'imagine aussi qu'ils avaient des écureuils domestiques, puisqu'en fait là on est sur des ventes de cages, donc il y a des cages à perroquets. Et là je vois qu'il y a une cage à écureuils. Voilà, donc c'est très récent en fait que l'écureuil a dû passer en tant qu'animal protégé, puisqu'avant ils avaient des cages à écureuils. Tout était bien pensé et chaque détail
compté et finalement même les paysages étaient organisés pour la chasse puisque là en fait ils vendent des arbres et des arbustes pour pouvoir faire des couverts et établir des tirets de chasse. Alors je sais pas exactement ce que c'est des tirets de chasse, mais en gros vous voyez qu'ils aménagent qu'ils aménagent le paysage avec certaines essences d'arbres. Donc on peut retrouver des rhododendrons, des mahonias, des houx. Donc tout ça c'est des petits buissons qui sont quand même un petit peu grands mais pas trop quoi, qui montent à 2-3 mètres max. Après vous avez des groseilliers, framboisiers, enfin c'est vraiment très très impressionnant de voir qu'ils faisaient autant de choses. Et ça, c'était dans un magazine. C'est comme si vous recevez le magazine de Carrefour ou de Leclerc, quoi. Donc c'est dingue, quoi, de trouver autant d'infos dans ce bouquin, quoi. Donc là, c'était de la vente de vêtements. Là, ce sont des vêtements imperméables en caoutchouc. Toujours très classe quand même, vous noterez. Ils avaient aussi de très jolis outils de mesure. Donc là, on a des hygromètres, des baromètres, des microscopes, des loupes. Voilà, toutes sortes de petites machines. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Donc bien sûr, puisque c'est une manufacture de cycles, vous allez aussi trouver beaucoup de vélos dedans, de cycles. Et donc je vous laisse regarder ces magnifiques détails. Franchement, pourquoi on fait plus de vélos magnifiques comme ça, sérieux? C'est tellement raffiné, quoi. C'était vraiment l'époque du raffinage, de la classe. Regardez-moi en plus comment elle est habillée. Elle va faire du vélo habillée comme ça. La classe était à toute épreuve. L'ancêtre du fauteuil roulant, avec une femme complètement disproportionnée comparée au monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être lourd à porter par contre. Tout était vendu aussi au détail, bien entendu, pour que vous puissiez réparer votre vélo vous-même. Vous aviez aussi toute la panoplie pour les vélos, donc des compteurs kilométriques, un gradomètre indicateur de pente. C'est dingue parce qu'en fait, ils avaient beaucoup moins de possibilités que nous et ils ont des trucs qui sont encore plus pointus, quoi. C'est dingue. Je trouve que c'est impressionnant de voir comment ils pouvaient être ingénieux. Et j'imagine que chaque chose devait prendre un temps fou à être fabriquée parce que tout est dans des matériaux précieux, on va dire, enfin je veux dire nobles, du métal, des choses comme ça qui sont travaillées sûrement à la main, j'imagine, pour la plupart des choses. Là, vous avez des sacs exprès pour les vélos, vous avez des klaxons pour les vélos, vous avez des petites clochettes. Vous avez vraiment tout. Il y a même des insignes que vous pouvez mettre sur votre vélo pour mettre à qui il appartient, j'imagine. Ça devait être magnifique. Un vélo tout équipé de l'époque devait être magnifique. Des porte-lanternes de vélo. Voilà, c'est juste magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, des sacs complets pour partir en vélo et pique-niquer. Ça devait être une vie magnifique en France. Ils avaient même des revolvers spécial cyclistes. Le Revolvélo. Et le Revolauto pour le revolver spécial chauffeur. Là, il y a encore un truc intéressant. Un seau en toile imperméable. Donc c'est un arrosoir et ça peut contenir 10 litres. Donc j'imagine que le fait que ce soit en toile, c'est beaucoup plus léger qu'un truc en zinc. Donc pour ceux qui disent qu'il faut absolument un arrosoir en plastique parce que sinon c'est trop lourd, est-ce que finalement un arrosoir en toile imperméable, ça marcherait pas aussi bien? Alors quelle est cette toile imperméable? Il y a vraiment des trucs qui ont été complètement abandonnés alors que c'était pas si bête quand même.
Donc ils avaient aussi de jolis sabres avec des poignées qui étaient magnifiques. Là pour les brosses à dents, les poils étaient en soie parce que du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les brosses à dents qui sont vendues actuellement écologiques, zéro déchet, avec les manches en bambou, les poils c'est des poils nylon et c'est pas c'est pas compostable, ni recyclable, ni rien. Donc ces poils nylon sont un déchet. Et ben eux, en fait, ils avaient des poils de soie et j'ai toujours pas vu de brosse à dents avec des poils de soie. Bah pourtant, eux, ils avaient quoi. Eux, par contre, le manche c'est pas du bois, c'est de l'os fin. Et je trouve que c'est intelligent leur truc parce que ce que je reproche aux brosses à dents avec un manche en bois, c'est que le bois, il va prendre toutes les bactéries. Quand vous brossez les dents, il va tout choper, quoi. Ce qu'il y a dans votre bouche, mais aussi quand vous le posez dans le pot à brosse à dents. Donc là, le fait que ce soit avec un manche d'os, j'imagine qu'en plus le manche, il est bien poli pour qu'il soit bien lisse. Je pense que ça retient beaucoup moins les bactéries que le bois. Donc pour les dentifrices, visiblement, ils en avaient sous 3 sortes. Donc soit de la poudre, soit un dentifrice tel qu'on peut le connaître, soit du dentifrice en fait solide, en boîte savon dentifrice en pâte. Donc ils appellent ça le thymol-menthol, enfin l'ingrédient. J'imagine que c'est du thymol et du menthol, donc du thym, de la menthe. Donc c'est une molécule aromatique qui est extrait du thym et de la menthe, ce qui est très intelligent puisque on en reparlera quand on parlera du dentifrice autonome. Mais ce sont 2 molécules qui sont très intéressantes pour les problèmes de bouche, notamment pour les bactéries parodontales. Donc déjà leur dentifrice il était très efficace quoi. On a l'ancêtre du KitchenAid, c'est une pétrisseuse automatique, donc j'imagine qu'en tournant ça, il y avait un espèce de pétrin au milieu qui pétrissait la pâte. Ça peut être pas mal parce qu'au final, ça vous évite de tremper vos doigts dans la farine et dans la pâte. Bon, après, il faut quand même forcer sur la manivelle, mais objet intéressant, quoi, il y avait de la recherche. Il y a plein de pages aussi sur les accessoires de campement et je trouve qu'il y a des trucs qui sont mais tellement ingénieux. Là, ce gros truc là que vous imaginez qui pèse genre 300 kilos, cette gazinière est pliable. Regardez-moi une fois pliée ce que ça rend. C'est minuscule, mais ce genre d'objet n'existe plus. Mais pourtant, c'est tellement ingénieux. Vous vous rendez compte qu'ils ont pensé à ça il y a 100 ans, quoi. C'était des bons quand même. Hein. On fait genre, ils étaient pas très fut-fut, hein, mais regardez-moi ça. Ben nous, on a quoi? On a des gros fours qu'on doit être 3 pour le porter. Eux, ils avaient déjà des gazinières pliantes, quoi. Réchaud à pétrole, qui est encore d'un design très raffiné, je trouve. Pareil, encore une fois, une lanterne qui est pliante. Donc là, il y a les premiers appareils photo. Sacrés engins quand même. Ils ont tout un tas d'autres moyens de produire de la lumière. Là, par exemple, c'est un truc que je n'avais jamais entendu parler, c'est une lampe à magnésium. Alors, je comprends pas exactement comment le mécanisme peut fonctionner, mais apparemment, avec un rouleau de magnésium, on pouvait faire de la lumière. Là, on peut voir aussi toutes sortes d'insectes artificiels pour la pêche. Et je trouve qu'ils sont vraiment très très bien faits. Il y avait aussi des grenouilles, des anguilles, des crevettes artificielles. C'est vraiment... il y a une diversité de choses bien plus importante que de nos jours, je trouve. Tout est tellement standardisé qu'en fait, on a perdu des richesses énormes. Je ne sais même pas si dans les magazines spécialisés de pêche, on a autant de variétés d'articles. Alors que, bien entendu, c'était beaucoup plus difficile à leur époque de fabriquer ça qu'à notre époque. On a exactement le même panier, on l'a encore. Alors j'imagine qu'il est beaucoup moins long, mais bon. Il y avait aussi des arbalètes à poissons. Je savais même pas que ça existait. Une sorte aussi de bateaux un peu style pirogue, tous différents. Là, on a plein d'outils à main. Donc là, il y a une perceuse à main. D'ailleurs, il faut que je vous en montre puisque j'en ai une. Des perceuses à main. Là, encore une machine à percer. Vous savez, une perceuse... comment elle s'appelle? Une colonne perce de... Une perceuse à colonne? Ouais. C'est l'équivalent d'une perceuse à colonne. Ah, oui. Là, il y a une forge portative à soufflet double. J'aimerais tellement qu'on puisse encore commander dans ce bouquin. Sérieux, il y a des trucs qui sont vraiment... waouh. Établis d'amateurs. C'est ce qu'il nous faut, ça. Il a des jolies meules pour affûter. Ça, c'est pareil, on en avait une. On l'a donnée. J'aurais dû la garder. J'étais pas encore
autonome, donc je savais pas. Là aussi j'aime bien cette partie puisque c'est tout un tas d'outils manuels qui étaient utilisés pour la cuisine. Là par exemple il y a des batteurs qui sont encore une fois de très très jolis instruments, un malaxeur automatique, séparateur d'œufs, mire-œufs, mon petit sablier, des pressoirs, ils sont super jolis les pressoirs, regardez ça, waouh waouh waouh, trop trop beau. Presse à fruits automatique, regardez-moi la qualité de ces objets. Râpe à fromage. Ah, il y avait vraiment de quoi tout faire en fait dans ce bouquin. Moulin à café, brûloir à café, pour le torréfier j'imagine. Une essoreuse automatique. Ah, elle est super belle. Cornet à saucisse, des hachoirs, des entonnoirs automatiques. Un chasse-noyau automatique. Ah, ça c'est trop bien ça. Ça a l'air vraiment bien. Je vous montre un petit peu en passant, comme ça vous pouvez mettre sur pause pour lire. Il y a vraiment des trucs trop trop bien. Une sorbetière, tiens. En fait, je comprends pas bien comment il faisait, parce qu'apparemment, en gros, j'imagine que c'est juste pour mélanger et faire le sorbet, mais il faut quand même qu'on ait un moyen de réfrigérer, quoi. Mais du coup, comment il faisait pour faire ça, puisque visiblement, il fallait de la glace et tout, mais il l'a fabriqué comment, la glace, en fait, mis à part en hiver, quoi. Je comprends pas comment il faisait. Je sais pas si vous connaissez, il y en a souvent en brocante, c'est des bouteilles d'eau de Cels. En fait, vous mettez une cartouche de CO2 par là, et en gros, ça vous fait de l'eau gazeuse. Il y a un stérilisateur à bouteille qui est vachement bien fait. Deux jolies balances avec plein de petits pois. Oh, ça aussi, il faut que je vous en parle. On va en restaurer une. J'avais commencé pendant le confinement à restaurer celle que j'avais, mais j'ai pas fini. C'est des bascules romaines. En fait, vous pouvez peser des trucs un petit peu plus lourds. Ça va jusqu'à 200 kg la mienne, je crois. Donc voilà. Y a plein de petites choses sympathiques. Le balai automatique, l'ancêtre de l'aspirateur, j'imagine. Plein de sortes de balais différents. Pour la lessive, hein, voilà ce qu'ils avaient. Des lessiveuses comme ça où ils faisaient chauffer leur linge. Et les savons, ils en utilisaient pas beaucoup. Hein. Savon type savon de Marseille, j'imagine. Savon noir. Et puis voilà. Les petits fers à repasser, ça aussi on en a encore. J'en ai 3, je crois, des fers à repasser anciens. C'est trop beau, c'était les sortes d'anciens poêles en fait qu'ils avaient pour se chauffer. Là d'ailleurs, ça c'est exactement ce qu'on avait. C'est exactement ce qu'on avait là en fait avant que on fasse mettre un insert. C'était la même chose qui était à cet endroit bon, on n'a pas pu le garder parce qu'il était trop abîmé. En fait, il y avait une vitre qui était en nacre en fait et cette vitre était cassée et bien sûr plus personne fait des vitres en nacre, donc ça aurait été impossible à retrouver. Mais c'était quasiment le même, hein, je vous le montrerai si on va à la cave un jour, mais c'était quasiment le même que ça. Et il était noir, il était super joli. Mais du coup, on l'a pas gardé. Et puis de toute façon, l'intérieur, là, c'est vraiment tout petit. C'était pour mettre, je pense que c'était même pas des petites bûches qu'il fallait mettre dedans, mais c'était plutôt du charbon. Et bon, moi, j'ai pas envie d'utiliser du charbon, quoi. Bon, en fait, je sais pas du tout avec quoi il le faisait chauffer. Avec du coke ou de l'anthracite. Je vois pas du tout ce que ça peut être. En tout cas, ça n'existe plus. Pas de chance. On a les ancêtres de la bouillotte, le chauffe-lit et la chaufferette. Les ancêtres de la cuisinière, qui sont encore une fois très jolis. Et ça, c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celui qui est pliant. Donc là, c'est ce qu'ils utilisaient pour conserver leurs fruits. Alors ça, je sais pas si j'ai bien compris, mais je pense que ça se suspend en l'air. Et du coup, c'est vachement intelligent parce que les souris, si c'est suspendu, logiquement, elles peuvent pas trop y aller, quoi. Enfin, peut-être en grimpant au mur, elles y arrivent, hein.
Nous, on a des murs en pierre et du coup, ça suffit pour que leurs petites pattes s'agrippent dessus. Donc, elles peuvent monter sur les murs en pierre, mais j'imagine qu'il y a quand même plus de difficultés que quand c'est posé à même le sol. C'est une machine automatique, enfin manuelle quoi, mais un peu automatisée. Ah, ça va pas faire le focus. Voilà. Donc là, cette machine, c'est pour rincer les bouteilles. Avec la petite manivelle, ça tourne et ça les nettoie. J'imagine que quand ils faisaient beaucoup de sirop ou de choses comme ça, de vin, d'alcool, etc., ils avaient besoin de nettoyer les bouteilles rapidement et en grande quantité. Donc encore une fois, ça c'est une machine que je pense que ça n'existe même plus. C'était un peu toujours fait de la même façon, hein, une manivelle, une poulie et tout. Non, franchement, c'est vraiment que des choses hyper ingénieuses. Donc ça, c'était pour boucher les bouteilles. Leur tondeuse à gazon. Regardez-moi comme c'est beau, comparé aux tondeuses actuelles. Bon, bien sûr, c'est beaucoup moins pratique, ça c'est sûr. On a toutes leurs pompes pour ramener l'eau, là les citernes. Là, ils vendent même des ruches. Donc ce truc, c'est vraiment tout pour être en autonomie en fait. Là, c'est un sérificateur solaire. Donc vous mettez vos brèches de miel là, vidées du miel, ça fond et vous pouvez récupérer la cire pour refaire des rayons gaufrés. Là, les burettes, en fait, on a presque les mêmes choses encore. Hein. Là, la burette, moi, j'ai exactement la même. L'éperon, c'est pareil. Ça n'a pas trop changé hein, pour l'apiculture. Maturateur, ouais, c'est globalement pareil. Le couteau à désoperculer, c'est pareil, ça ressemble vraiment. L'extracteur, j'en ai un exactement le même. J'essaierai de vous faire les inserts parce que je voulais filmer il y a pas longtemps pour une autre vidéo que je ne vous ai jamais publiée. Mais du coup, je vous montrerai, j'ai exactement le même. Mais moi, en fait, il me manque ce petit mécanisme-là. Donc, je suis très embêtée. Voilà, donc là c'est pour peser la ruche. Donc peser la ruche, pourquoi? Pour voir si les réserves de miel en hiver sont suffisantes ou s'il faut leur rajouter un petit peu de nourriture. Là, ils nourrissaient déjà leur population d'abeilles, hein, puisqu'il y a des modèles de nourrisseurs. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus du tout utilisé. Par contre, les nourrisseurs actuels sont plutôt sous forme de nourrisseurs anglais. Bon, c'est plutôt carré, mais c'est à peu près la même chose. Les brosses, elles sont exactement pareilles. Tiens, par contre, enfumoir comme ça, jamais vu. Ils avaient même des enfumoirs automatiques. Alors ça, c'est pareil, ça n'existe plus. Bon, c'est pas faire 2 petits coups de sur le machin qui vont vous fatiguer, mais c'est vrai que pour les pros qui ont une centaine de ruches à faire, ça peut être sympa d'avoir ce truc, j'imagine. Voilà, ça n'existe plus. Les machines à coudre, pareil, ça n'a pas trop changé avec celle du milieu du XXe siècle. Hein. Nous, la Singère qu'on a, elle ressemble, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup ce livre parce qu'à chaque fois, je me dis mais c'est incroyable les idées qu'il pouvait avoir, ils sont tellement ingénieux et c'est toujours des objets qui sont incroyablement jolis, raffinés. Voilà, chaque objet pourrait être en fait un objet de déco alors que c'est des objets qui sont utiles. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des petits objets où vous avez des petites anecdotes dessus ou des infos supplémentaires parce que c'est vrai qu'en fait là, comme c'est un catalogue, il n'y a pas grand-chose d'expliqué et en fait, comme c'est trop vieux, quand on tape sur les moteurs de recherche, on trouve pas toujours. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié me plonger dans ce bouquin et c'est pour ça que je l'ai partagé avec vous parce que c'est des choses qu'on voit vraiment pas souvent. Voilà. Allez, bye bye!